comprendre le mot adolescent est plus difficile qu'il n'y paraît. Il faut distinguer plusieurs aspects. L'étymologie même, avec des sens différents selon les époques. Le concept récent d'adolescence comme classe d'âge, ou encore la définition médicale et psychologique. C'est dans la Rome antique qu'apparaît le mot adolescens ou adolescens, participe présent de adolescere, qui veut dire être en train de grandir. Mais c'est à la fin du 19e et début du 20e siècle que naît véritablement le concept. La notion d'adolescence est étroitement liée à celle de la puberté, mais ces deux notions ne se superposent pas. Période de maturation biologique, l'adolescence comprend aussi d'autres dimensions psycho-affectives, sociales, voire économiques, pour définir le passage du statut d'enfant à celui d'adulte. Enfin, l'adolescence, c'est surtout l'âge bête. Pardon. Mais vous connaissez peut-être Salinger, l'attrape-cœur, non? Eh bien, l'adolescence, ça l'intéressait. Elle a écrit « L'adolescence est une période de confusion et de contradiction où les émotions sont souvent intenses et parfois difficiles à comprendre. » Meuf, je suis amoureuse, c'est un truc de dingue, vraiment. On s'en fiche de l'Angleterre, viens en Italie. Je veux trop un vrai. Lol, la vidéo que tu m'as envoyée ce matin était trop drôle. Non, je me suis dit, Je rentre chez moi. C'est flemme d'attendre pendant 2 heures. Non, mec, là, tu as besoin d'aide pour le contrôle. Je te rappelle dans 10 minutes, du coup, et aide-moi, s'il te plaît. Ouais, j'attends ton message. Bisous mon sang, bonne journée. Cœur rouge, cœur rouge, cœur rouge. Mais du coup, je peux pas t'appeler ce soir. Je dois préparer mes affaires pour aller chez mon père. Les parents séparés, c'est un sujet compliqué. Mais comme ça me concerne, je voulais en parler. Mes parents se sont séparés quand j'avais à peu près 9 ans. Et à cet âge, c'était assez compliqué parce que j'étais très proche de mon père. Donc forcément, le voir partir de la maison, je comprenais pas. Et puis, en plus de ça, comme j'étais jeune, mes parents voulaient pas m'expliquer les vraies raisons de pourquoi ils s'étaient séparés, l'envers du décor, on va dire. Pour commencer, mon père a acheté un appartement qui était très proche de la maison de ma mère. Et j'y allais un week-end sur 2. Je me rappelle que je me suis rapidement habituée à ce nouveau système parce que c'était chouette de découvrir quelque chose de nouveau. Et puis ça cassait un peu la routine que j'avais depuis toujours, le fait d'avoir toujours été juste dans la maison de ma mère. Et puis même des fois ça me permettait de passer du temps seul avec mon père, donc c'était pas si horrible. Mais évidemment, dans tout ça, il y a des inconvénients. Actuellement, mon père habite dans une maison qui est toujours proche de celle de ma mère. Mais pour l'organisation, c'est compliqué parce que j'alterne très souvent entre les deux. Et quasiment tous les soirs, je suis là avec un sac hyper lourd, que ce soit avec des vêtements dedans ou mes affaires pour les cours. Et c'est hyper stressant parce que je dois toujours être sûre de rien avoir oublié. Et puis, ça me fait toujours un peu bizarre quand je vois les parents de certains de mes amis qui sont encore ensemble et de me dire que ces parents-là, ils s'aiment et ils sont heureux et que moi, j'aurai plus jamais droit à ça. En plus de tout ça, il y a une phrase que certaines personnes aiment bien dire qui est assez insupportable, c'est mais t'as de la chance d'avoir des parents séparés parce que du coup, tu fêtes Noël en double, ton anniversaire en double et t'as 2 fois plus de cadeaux. Mais cette phrase, elle est tellement débile parce que les gens comprennent pas que avoir des parents séparés, ça se résume pas qu'à ça. Et évidemment que si je pouvais choisir entre rester comme ça ou tout simplement remettre mes parents ensemble... Un jour, les enfants commencent à répondre eux-mêmes aux questions qu'ils se posent. Les adolescents et les adolescentes se disputent alors souvent avec leurs parents. Ils ou elles se rebellent contre l'autorité parentale et veulent souvent tout faire trop vite, comme des grands. Et tout ce qui peut les ramener à leur statut d'enfant les insupporte en général. Ils ou elles sont par exemple gênés lorsque leurs parents leur expriment leur tendresse en public. Quelle chance, ma Margot, que tu as. Eh ben, je suis bien contente pour toi, tu vas en profiter, c'est chouette, je suis ravie pour toi, mon ange. Je t'appelle tout à l'heure quand je sors du CD. Bisous. Tu dis bonne chance, Tati. Hein? Pour le brevet. Pour le brevet, oui. Merde.
Voilà. Bon, ça, faut pas m'oublier normalement. Mais là, on a le droit de le dire pour encourager Tati. D'accord? Tati? Oui, Tati. Elle va bien réussir ses examens, Tati. Maman? Oui. Allez, gros bisous, bon courage! Allô? Ouais, les mecs, c'est ok pour la soirée, mes parents ils sont pas là. Bah, vas-y, ramenez-vous. Putain, ça fait trop plaisir de te voir. Vas-y, va découvrir. Là, je vais aller. Ça va, mec? Oh putain, il y a du monde, quoi. Allez. Ok. Ça fait grave plaisir de te voir, ça va? Ça fait trop plaisir de te voir. Va découvrir. Ça va, c'est pas grave. Surtout, ce qu'il faut dire, c'est que les ados, ils sont paresseux, ils sont mous. L'ado suscite à l'évidence moins d'indulgence que les enfants. Leur corps change et c'est une véritable explosion à la puberté. Les enfants peuvent grandir de 35 cm en quelques années. Le thermomètre dirigeait le corps de l'enfant, là, tout à coup perd tous ses repères. C'est pourquoi l'ado est mou, maladroit, désordonné et ses muscles ont un temps de retard. L'ado s'affale, mais pas n'importe comment. Il le fait sinon un angle de 127 degrés. C'est l'angle des sièges du kiné, la position du spationaute en apesanteur, l'angle des sièges en classe d'affaires. Bah, ils sont mous, quoi. C'est moi que tu regardes? Attends. Je suis un quoi? Un garçon manqué? Ah, c'est le maillot. J'ai déjà entendu ça plusieurs fois. Je suis pas totalement d'accord avec ça, en fait. En fait, je comprends pas trop pourquoi elle existe, cette formulation, mais... Un garçon manqué, c'est quoi pour vous? Tout le monde me répondrait que c'est... un garçon qui... Non, une fille qui se prend pour un garçon, c'est ça, ouais. Une fille qui met des habits de garçon, une fille qui aime des choses de garçon, une fille qui se prend pour un garçon. J'avoue que je comprends pas trop ce genre de formulation, ce genre d'expression, qui nous mettent dans des cases fondées par la société, qui certes avancent, mais parfois à reculons. Vous voulez que je vous dise, cette expression, je la déteste encore plus. Depuis que j'ai vu ma petite sœur rentrer de l'école, ce jour-là, je m'en rappelle comme si c'était hier. En fait, c'était le jour de sa rentrée des classes. Elle voulait être la plus belle, je cite. Elle a mis son maillot de foot rouge avec sa jupe à pompons un peu rouge paillette. Elle était trop contente. Et moi, mais je la trouvais juste rayonnante en fait, elle était trop belle. Mon cœur, il s'est tout simplement brisé quand je l'ai vue rentrer ce soir-là de l'école, en pleurant. Elle a enlevé son maillot, elle l'a jeté par terre. Je comprends pas. De base, le foot, c'est vraiment ce qu'elle kiffe le plus dans la vie. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Et quand elle m'a expliqué qu'en fait, il y avait toute sa classe qui l'avait encerclée dans la cour. Alors oui, elle est petite, peut-être pour vous c'est insignifiant, hein. Mais toute sa classe l'a encerclée dans la cour, en la critiquant, en se moquant d'elle, et en lui demandant si elle était sûre de vouloir être une fille, si elle était sûre d'être une vraie fille. Après ça, elle s'est posé plein de questions et elle a plus voulu mettre de maillot pendant 2 mois. Alors que c'est vraiment ce qui la rendait la plus heureuse avant ça, quoi. Moi, honnêtement, ça m'a brisé le cœur.
moi, un jour, on m'a demandé aussi si j'étais sûre d'être une vraie fille sous prétexte que j'avais les cheveux courts et que je portais des maillots. J'aimais le bleu aussi. Bah honnêtement, si être une fille, c'est aimer le rose et faire de la danse, bah je suis pas une fille en fait. Mais bon, aujourd'hui, de toute façon, tout ce qu'on fait, dit ou porte, c'est source de polémique. Je vais porter des jupes, des robes trop courtes. Je vais être une pute. Je vais porter des trucs un peu trop longs. Je vais faire trop religieuse. Ou alors je vais porter des maillots de foot. Je vais faire trop masculine. En fait, pour moi, une fille qui porte des maillots de foot, c'est pas un garçon manqué, c'est une fille réussie. Attendez. Mais quand même, à Camille Claudel, c'est un peu le paradis pour les vêtements, non? Est-ce que vous connaissez les règles au lycée Stanislas à Paris? Non. Sa devise, c'est français sans peur, chrétien sans reproche. Attendez. Là. À Stanislas, nous voulons des élèves de haute et belle tenue, dans tous les sens du terme. Tenue vestimentaire, tenue physique, tenue morale, tenue intellectuelle, tenue spirituelle. Car nous savons que sur le chemin de la croissance de nos élèves, tout se tient. Nous attendons de tous nos élèves qu'ils portent des tenues qui suscitent le respect qu'ils ont de leur dignité. La tenue doit être propre et non excentrique. Les tenues vestimentaires portées à Stanislas sont des tenues de travail et non de sortie ou de détente. Que ce soit pour les garçons ou pour les filles, nous ne voulons pas que les élèves soient habillés tout en noir, style gothique, ou portent des vêtements militaires assimilés, veste de treillis par exemple. Tout vêtement contribuant à donner une allure de laisser-aller est prohibé. Pas de pantalon trop moulant, pantalon troué, pantalon déchiré, pantalon effrangé, pantalon taille basse, pas de pantalon de cuir ou d'imitation cuir, pas de leggings ni de shorts, pas de débardeur, de t-shirt, de sweat à capuche, pas de surchemise ni haut léger. Pour les filles, nous leur demandons de porter une blouse ou un chemisier rentré dans le pantalon. Tous les hauts, pulls, chemises et blouses doivent être opaques et tomber sur le bas des hanches et ne pas s'arrêter à la ceinture du pantalon. Les épaules sont toujours couvertes, les décolletés doivent être à col rond ou à petit col V. Les jupes et robes doivent être opaques et d'une longueur décente. Pas de sneakers, que des chaussures en cuir. Et il est demandé aux garçons d'avoir les cheveux propres et peignés. On dit les cheveux grainés quand nous les noirs on n'est pas coiffés. De toute façon t'as des sneakers donc tu sors. Ah. Comme je disais, il est demandé aux garçons d'avoir les cheveux propres, peignés et courts. Et il convient d'être glabre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire sans barbe ni moustache. Putain. Caractérisée par de nombreux changements physiques et psychologiques, l'adolescence est une période de vie où l'acceptation et la satisfaction à l'égard de son apparence peuvent prendre une importance majeure. De quoi j'ai l'air? Comment je me perçois? Comment je me sens dans mon corps? Qu'est-ce que les autres pensent de moi? Beaucoup de préoccupations qui peuvent rapidement venir influencer la satisfaction d'un ou d'une jeune face à son apparence. La majorité des adolescents ou adolescentes veulent plaire ou bien paraître. Ils ou elles sont sensibles face à leur image et aux commentaires entendus dans leur entourage. À l'ère des médias numériques, les jeunes sont continuellement bombardés d'images véhiculant un idéal de beauté. Moi, j'ai l'impression que mon fils passe son temps à la salle de bain. Et ma fille, qu'est-ce que tu penses de mon outfit? Mes copines ont trouvé mon pull grave stylé. Ils sont carrément superficiels. C'est vrai qu'on ne sait pas ce qui les intéresse à part leur apparence.
ma meilleure amie, c'était une personne incroyable. Elle était super jolie, super gentille, très intelligente, elle avait d'excellents résultats à l'école. Et vraiment, tous les profs l'adoraient. Et puis un jour, dans sa classe, il y a un nouveau garçon qui est arrivé. Lui aussi, il paraissait presque parfait. Il était super beau, super gentil, super intelligent, et pareil, il avait d'excellentes notes. Et tous les profs l'adoraient, alors qu'on les connaît et toujours quelque chose à redire. Et puis, ils ont commencé à passer beaucoup de temps ensemble et être de très bons amis. C'est bien que les gens pensaient qu'ils étaient en couple, alors que pas du tout, juste amis. Et puis un jour, ils ont eu un exposé à faire, en histoire, je crois. Et le garçon lui a donc proposé qu'ils se mettent ensemble, travailler ça chez lui, ce qu'elle a accepté. Donc un soir, elle s'est rendue chez lui, et puis le temps est passé. Et le lendemain, elle s'est réveillée, et elle n'a pas vraiment compris où elle était. Elle a regardé autour d'elle, elle a vu qu'elle était toute nue, que le garçon à côté d'elle, qui était dans le même lit, était aussi tout nu, et elle a vu cette énorme tache rouge sur les draps. Elle n'a pas compris tout de suite. Puis elle a regardé partout autour d'elle, elle a rassemblé tous les détails, et elle a compris. Elle a pris ses affaires et elle est sortie de chez lui. Elle est partie. Elle ne sait même pas qui est au courant. Est-ce que c'est juste entre elle et le garçon? Ou est-ce qu'il a été le raconter à d'autres personnes, à des amis qui auraient aussi raconté à d'autres personnes encore? Elle l'a même, je crois, jamais dit à ses parents. Mais elle t'en avait parlé? Non. Mon rapport. Mais qu'est-ce que c'était déjà? Mon rapport. Tu te souviens de mon rapport? Ce rapport-là sur l'adolescence. Non. Non, l'une des principales problématiques liées à ce passage de l'enfance à l'âge adulte est la question de la sexualité. Oui, ils veulent grandir trop vite. La maturation physique pour la puberté rend l'adolescent conscient de sa sexualité. Et c'est ça que je disais, non? C'était bien ça? Oui, c'est ça. Et en même temps, elle attribue aux jeunes un statut social. Statut social? Mais oui, un statut social. En particulier dans la relation avec ses parents et ses pères. Oui, enfin, c'est très bien. Résumé, les ados pensent qu'au sexe. Bien sûr. Connaissez-vous Cupidon? Eh bien, dans ce lycée, il peut y arriver qu'on ait un coup de foudre ou un échange de regard avec des personnes, que ce soit un garçon ou une fille ou peu importe. Il peut y arriver qu'on ait envie de mieux connaître cette personne-là. Alors, grâce à un certain compte Instagram appelé Cupidon CC, Cupidon Camille Claudel, on peut trouver cette personne en faisant une simple description physique. Il est grand, brun, aux yeux bleus, ou encore des descriptions encore plus précises comme « Il prend le bus à 18h30 après ses cours de français ». Moi, j'ai préféré faire autrement. J'ai préféré faire un poème à une personne qui m'intéressait. Cette confession est adressée à une certaine Suzanne ST en première. Il faut savoir que tu me connais déjà et je te vois depuis un certain moment. Petit à petit, je voulais me faire remarquer par toi et avoir ton attention. Et je me suis rendu compte que je voulais être proche de toi. Petit à petit, tes défauts et mauvais côtés me semblaient de plus en plus flous. Et tes qualités et bons côtés me semblaient de plus en plus nombreuses. Je veux mieux te connaître, que ce soit en amitié ou en amour. Mais te laisser dans l'anonymat n'est pas dans le but de te rendre schizophrène ou quelque chose dans le genre. Mais plus de te faire comprendre que tu es aimé par quelqu'un. Malheureusement, ce fut un échec. La première fois, c'est un vrai sujet tabou. En parler avec mes amis, c'est compliqué, mais alors avec mes parents, c'est un sujet à ne surtout pas aborder. Mon père est très traditionnaliste. Pour lui, une fille doit se préserver jusqu'au mariage. Et ma mère a plus ou moins le même avis sur la question, même si elle est un peu plus ouverte. Avec mon père, même lorsqu'il y a une scène de sexe à la télé, je dois soit la zapper, soit carrément changer de film. Mais pour moi, la première fois, c'est quand même un moment important dans la vie d'une jeune fille. Elle offre sa virginité et une part d'elle-même à la personne avec qui elle partage ce moment. Et le mec, franchement, c'est juste le début d'une longue série où il tire des coups, il n'y a rien de symbolique, ça veut rien dire, quoi.
Mais tu te rends compte de ce que tu dis un peu? Enfin, les filles, c'est pas des petites princesses et les hommes, c'est que des salopards ou des connards. Enfin, c'est pas juste ton idéal et puis les autres, ils vont se faire foutre, quoi. N'importe quoi. Elle a raison. Moi aussi, une fois, ça m'est arrivé. Et Zaïs m'a posé une question. Elle m'a dit, c'est que t'as déjà fait l'amour? Je lui ai dit non, et toi, il m'a dit, ouais, tu veux que je rentre dans les détails? Mais non, je préfère pas que tu rentres dans les détails. C'est moi. Sur le vocal. Non mais vraiment, j'avais 8 ans. J'aime écrire. Écrire représente pour moi ce que l'amour représente pour vous. Je ne peux dissocier la vérité de la contemplation. Je ne peux vous conter mon histoire sans embellir mes vers, sans exalter vos sens, sans inspirer nos cœurs. Alors voilà, si cela vous convient, et je n'ai aucun doute que cela vous convienne, je vous citerai un fragment de mes écrits, et vous pourrez, je l'espère, apprendre à mieux me connaître. D'abord, l'amour. Un grain de sable sur la plage, l'eau salée qui reflète la lumière étincelante du soleil. La brise, calme et tempétueuse, qui effleure nos âmes comme les fleurs épousent nos corps. Est-ce réellement la définition de l'amour? Cette sérénité qui, aussi éphémère soit-elle, se meut dans l'éternité de notre existence? Est-ce réellement la définition d'aimer? Je ne sais qui je suis, d'où je viens, mais à cet instant précis, devant ce paysage flamboyant de couleurs, je pouvais enfin l'affirmer. Je vivais et j'étais heureux de vivre. Je sais pas vous, mais moi les relations amoureuses ça a commencé assez tôt, au collège. Et j'avais un crush sur ce garçon en 6e, un certain Mathéo. Oh là là, Mathéo! Mais bon, comme tout le monde le sait, quand on a un crush sur quelqu'un, on en devient fou. En tout cas, c'était mon cas. Et quand on a un crush, voilà, on va jusqu'à faire des choses comme le suivre dans les couloirs, prendre des photos de lui, enfin bref. J'étais folle de lui. Et puis tout a commencé avec des regards furtifs dans les couloirs. Mais comme toutes mes copines étaient aussi amoureuses de ce garçon, j'ai décidé de sortir du lot. Et je lui ai écrit une lettre d'amour. Lettre que j'ai cachée dans son sac un mardi après-midi après le cours de sport. Honnêtement, ma lettre ne ressemblait à rien. Mais, étonnamment, sa réponse fut positive. Et il y avait vraiment quelque chose de magique. Il y a, au moment de l'adolescence, un changement brutal de l'architecture cérébrale. Le système limbique se développe beaucoup plus rapidement que le cortex préfrontal. La maturité postérieure du cortex préfrontal arrive à la fin de l'adolescence. C'est pourquoi la recherche de récompense immédiate n'est pendant cette période pas contrebalancée par une forme de contrôle. En effet, nous allons nous demander comment une carotte sort du cerveau d'un humain. C'est pour cela qu'on observe beaucoup de débuts d'addiction et de conduite à risque chez les adolescents. C'est une période de vulnérabilité. Cela se traduit par une impulsivité, un besoin d'immédiateté et une recherche de sensations et de plaisir. Il n'y a rien de plus incompréhensible pour un adolescent que de s'entendre répondre « fais un projet » lorsqu'il a envie de quelque chose. L'attente est très compliquée, c'est l'immédiateté qui prime. Or, tout au long de leur scolarité, et surtout à l'approche de Parcoursup, les ados ont une grande pression sur leurs épaules. Tu sais, moi, j'ai toujours grandi avec les mêmes amis. On était un groupe de 6, on se connaît depuis la primaire, voire la maternelle. Sauf que cette année, je me suis retrouvée toute seule dans mon lycée, pendant qu'elle était dans le même lycée et peut-être dans la même classe pour certaines. Du coup, je savais pas comment j'allais faire, j'étais un peu sceptique.
je me disais que j'allais me retrouver toute seule, que j'allais pas avoir forcément d'amis. Mais ça, tu vois, je le pensais avant d'arriver ici et avant d'arriver dans ce lycée où j'ai tissé des liens très forts et très rapidement avec mes nouveaux amis. Et tu sais, je pense que de me retrouver un petit peu toute seule dans ce lycée et même face à moi-même, ça m'a permis de grandir davantage. Et j'ai pu jouer avec mes 3 familles, celle du sang, voilà, c'est la famille, celle de mon enfance et celle que j'ai pu me créer au lycée. Bah moi c'était un peu la même chose. Avant j'avais un peu peur du regard des autres. J'étais vraiment sensible à ça. En primaire, je me suis jamais sentie jugée. Le regard des autres, il m'importait vraiment peu. Au collège, c'est assez différent. Tout le monde essaye de se ressembler par peur de se faire montrer du doigt. C'était mon cas. J'étais vraiment timide et passer à l'oral, c'était vraiment une épreuve. Je stressais énormément et je devenais rapidement rouge. Je suis rouge, ouais, t'es rouge. Mais je suis devant vous. Vous vous rappelez? L'attrape-cœur. L'adolescence est une période de confusion et de contradiction où les émotions sont souvent intenses et parfois difficiles à comprendre. Moi aussi, avant j'avais peur des dentistes et du noir. J'avais peur des jolies filles et des conversations. Parler des émotions à l'adolescence, c'est parler de ce qui manifeste, motive et émeut l'adolescent qui accoste au rivage de la puberté. L'émotion étant en elle-même aussi un mouvement, parler de ce qui bouleverse l'adolescent amène à évoquer sa conduite, sa façon d'agir ou même de penser. L'adolescence est un véritable processus dont le travail est de nommer, contenir, puis finalement donner sens à tout ce qui est éprouvé. C'est pourquoi la violence des émotions ressenties, amour, haine, ennui, peur, colère, honte, culpabilité, stupeur, etc., témoignent de l'intensité des transformations subies par l'adolescent. Elles sont comme autant de signes de la profondeur de la métamorphose pubertaire. Elles témoignent de son intensité, de sa sensibilité. Le deuil, ça fait mal. Et j'y ai fait face 6 fois ces 5 dernières années. C'est vraiment les pires périodes de ma vie. Ça m'a détruite. Et puis, j'ai appris à en guérir, même si je trouve ça hypocrite de dire qu'on en guérit, parce que c'est faux. Jamais on en guérit. On apprend juste à vivre avec. Le premier que j'ai vécu, c'était en 6e. J'ai perdu mon arrière-grand-père. Et je découvrais, parce que c'est la première personne que je perdais, j'avais jamais vécu ça avant. Et puis, je suis pas allée à son enterrement. Et j'ai jamais refait cette erreur de pas y aller. Le deuxième que j'ai vécu, c'était en 3e. Mon arrière-grand-mère. Entre le jour où on m'a annoncé qu'elle était plus là et son incinération, il s'est écoulé 3 jours. 3 jours de souffrance, de déni. Ça pouvait pas être possible, pas elle. Mais si, c'était réel. Je m'en suis toujours voulu. J'ai toujours été en colère contre moi de jamais avoir dit je t'aime. Alors que c'est pas si compliqué à dire au final. Mais je leur ai jamais dit. Et maintenant c'est trop tard parce que je les verrai plus jamais. Et je le regrette du plus profond de mon âme. Et si je dois être 100% honnête avec vous ce soir, je serais capable de donner même jusqu'à ma propre vie pour entendre le son de leur voix une dernière fois. À l'adolescence, tout se bouscule. On découvre de nouvelles facettes de nous-mêmes et des personnes qui changent notre vie. On vit nos premiers papillons dans le ventre et nos premières désillusions.
Se sentir aimé par quelqu'un de la même façon qu'on l'aime est une sensation qui peut être abstraite à cet âge. Et malheureusement, l'amour n'est pas pris au sérieux. En général, c'est du flirt. C'est pour s'amuser. Ça dure pas. Moi, j'ai une nombreux crush. Mais j'étais trop timide pour tenter quoi que ce soit. À la fin du collège, j'ai eu le déclic. Je n'avais rien à perdre à tenter, alors j'ai foncé. Même si, bon, ça a été râteau sur râteau. Arrivée dans ma période lycée, j'ai eu 3 peines de cœur. 3 personnes qui m'ont donné de l'espoir. Il y en a même une qui me disait avoir plus que de l'amitié pour moi et qui finalement m'a ignorée par lâcheté. C'est tellement dur de gérer le lycée. La vie à la maison, tous les changements de l'adolescence, sans trop montrer ce qui se passe dans ta vie, par peur qu'on te dise que c'est pas grave ou « Oh, ça va, t'es jeune ». Je me confie rarement, parce que quand je le fais, j'ai l'impression que je dérange, ou qu'on ne m'écoute pas. Et finalement, je garde tout pour moi. Alors, malgré mon cœur en miettes, je souris. Et comme on dit, c'est la vie. I just wanna know if you're gonna stay. I just gotta know. I can have it any other way. I swear she's destined for the screen. Closest thing to a mission perfect that you ever seen. Oh, lady, running down to the riptide, taking away to the dark side. I wanna be your left-hand man. I love you when you sing that song. Yeah. I get along in my throat, 'cause you're gonna sing the words wrong.
your left-hand man. I love you when you sing that song, and I got lump in my throat, 'cause you're gonna sing the words wrong. Merci. Bienvenue dans notre émission Les jeunes et leur téléphone. Aujourd'hui, nous recevons des invités très spéciaux pour nous intéresser à une question qui touche beaucoup en ce moment, bien sûr. Ici, nous avons Émilien Martinez, Bonjour psychologue. Émilien Martinez. Vous êtes psychologue, vous aviez bien dit? Oui, psychologue. Merci d'être là. Vous êtes Jean Didier, professeur d'école primaire. Merci d'être là, Jean Didier. Et vous? Hervé Gide, pédopsychiatre. Merci d'être là, Hervé Gide. Finalement. Victoria Michel, CPE dans un collège. Merci d'être là. Vous pouvez les applaudir, Merci beaucoup d'être là. Donc, je le redis, notre discussion sera centrée autour de la question les jeunes et leur téléphone. Vous avez quelque chose à en dire? Alors, je souhaiterais commencer en parlant de ma spécialité. Moi, j'étudie les conséquences physiques que les téléphones portables peuvent avoir sur nos adolescents. Est-ce que vous connaissez le nombre d'enfants qui viennent me dire dans mon cabinet qu'ils sont myopes, qu'ils doivent se pencher pour lire, pour regarder, qu'ils doivent se pencher, plisser les yeux? C'est très intéressant. Est-ce que vous connaissez le nombre? Non, c'est ahurissant. Pas du tout, je ne connais pas le nom. Merci. Oui. Oui. Monsieur Gilles nous a parlé des effets néfastes du téléphone sur... Excusez-moi, pas de problème. Sur le physique. Oui. Sur le physique. D'accord. Mais moi, je vais vous parler des effets psychologiques du téléphone. D'accord. Les enfants, les jeunes, ils n'ont plus confiance en eux. Ils n'ont plus confiance en eux. Pourquoi? Car ils se regardent dans le miroir. Ils regardent des gens sur les réseaux sociaux qui sont maquillés, qui mettent des filtres. Désolé. Et ils n'ont plus confiance en eux. C'est très intéressant. Ils n'ont plus confiance en eux. C'est très intéressant ce que vous dites là, mais je vais devoir vous couper la parole. Non, mais je suis d'accord, mais moi j'aimerais parler de la hiérarchie des téléphones. Évidemment, le dernier iPhone, dernier cri, évidemment, c'est le meilleur. T'es en haut du classement. Par contre, par exemple, Samsung, Huawei, je crois, je connais pas d'autres marques. C'est très intéressant ce que vous dites là. Je parle. C'est vraiment en dessous. Ok, bon, ça reste mon émission, donc... Oui, s'il vous plaît, pas de problème, oui. Non, mais vos arguments sont très intéressants et très valables et vérifiés. Hein. Mais moi, j'aimerais juste parler du respect. Le respect envers les éducateurs, ça n'existe plus. Maintenant, les ados font n'importe quoi, les gros mots. D'accord. Il n'y a plus de respect. Très intéressant. Excusez-moi de vous couper. Donc, je vous propose qu'on donne la parole à ces jeunes que nous avions, bien sûr, interviewés. Allez-y. Oui, je suis certaines influenceuses comme Léna Situation ou Chloé Gervais. Grâce à elles, je suis toujours à la pointe de la mode. J'écoute toujours un peu de musique avant de m'endormir, je sais pas, ça m'aide à me calmer. Pour dormir. Non, mais en général, je la musique calme. Par exemple, Lana Del Rey. Moi, bah oui, je regarde des vidéos et aussi je joue aux jeux vidéo, Minecraft, Fortnite, mais... Je passe 3 heures de tous les jours sur mon téléphone. 3 heures. Pour l'adolescent, le téléphone portable n'est pas seulement un outil d'information et d'expression, mais aussi un espace de construction identitaire. À l'adolescence, tout change en effet incroyablement vite. Le corps, les émotions, les sensations, les centres d'intérêt, à tel point que l'identité, contrainte de s'adapter à ces nombreux bouleversements en permanence, s'en voit totalement fragilisée. Au final, les documents intimes que stocke l'adolescent ou l'adolescente dans son téléphone sont chargés d'assurer sa stabilité, qui lui font défaut dans sa subjectivité. Attendez. Je trouve qu'on ne parle pas assez de l'identité, alors qu'elle nous définit. On peut dire que nos expériences passées reflètent de notre identité. J'ai 8 ans. Je viens tout juste de sortir de l'étude et me dirige vers la garderie, où se trouvent les autres enfants surveillés par une animatrice. Je me souviens ouvrir la porte, m'avancer et me stopper net, après avoir remarqué tout le monde en train de me fixer.
L'animatrice m'a alors demandé si j'étais bien la fameuse Ludmilla. J'ai été étonnée qu'elle me connaisse, étant donné qu'elle venait tout juste d'arriver. Timidement, je lui réponds par l'affirmative. Et là, elle éclate de rire et me dit de but en blanc « Ah, tu es donc Ludmilla, la peste dans Violetta ». Forcément, elle se retourne et demande aux autres enfants ce qu'ils en pensent. Ils sourient et disent tous en chœur « Oui, Ludmilla la peste ». Pour ceux qui ne le savent pas, Ludmilla joue le rôle de la méchante dans la série Violetta. Elle déteste l'héroïne et fait tout pour l'empêcher de réussir. À 8 ans, c'est quand même un choc d'entendre ça, surtout que je n'ai rien osé dire, et je le regrette. Heureusement, nos expériences passées ne sont pas les seules choses qui nous définissent. Aujourd'hui, si je ne peux répondre clairement à la définition de qui suis-je, c'est parce que je me réinvente en permanence de nouvelles identités en rêve. Ah, et si j'étais nageuse professionnelle? Ou alors vétérinaire dans un zoo? Ou bien comédienne? Moi, mon rêve, c'est d'être actrice à Hollywood. Moi, j'aimerais trop être une actrice hollywoodienne. Moi, je rêve de faire des films hollywoodiens. Et moi, un jour, j'aimerais trop avoir mon étoile sur le Hollywood Boulevard. Moi, mon rêve, c'est d'être le plus grand acteur à Hollywood. Moi, mon rêve, c'est d'être acteur à Londres. Franchement, ça me fait super plaisir que vous soyez en train de parler justement de rêve, parce que j'ai écrit un petit texte par rapport à ça. Donc, j'aimerais vous le lire. Je vous le dis. À ceux qui sont comme moi, à vous, ce qu'on appelle adolescents. Vous qui cherchez votre place dans ce monde, ne laissez pas la fatalité guider votre vie. Que ce soit vous, que ce soit moi, trouvons ce que nous avons de spécial, accomplissons nos rêves. Que ce soit ces rêves auxquels il nous arrive de ne pas croire, ou que ce soit ces rêves qui font que le matin on se lève. Continuons de chercher, de fouiller, d'espérer, pour enfin trouver cette idiosyncrasie. Excusez-moi, j'ai utilisé un mot compliqué. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'idiosyncrasie, c'est ce qui est unique chez une personne. Alors, à cet instant, chacun de nous pourra crier haut et fort « Je rêve de devenir ». Mais waouh, Karel, t'as d'être ça. Merci. Oui, le goût des jeunes pour les innovations linguistiques est un phénomène qui traverse les époques et les cultures. Pour se distinguer des adultes, les jeunes inventent, avec un objectif plus ludique, plus cryptique, des manières de parler dont certaines finissent par se diffuser dans la société des adultes. C'est vraiment une dinguerie. T'as vraiment un gros crâne, toi, là-bas. Eh, t'aurais dû le voir, il était trop choc barre. T'es trop baka. C'est trop l'archouma en fait. Après, tu m'aurais dit ah, Bélec, pourquoi pas? Eh, vous avez slay. Oh, c'est gênant. Pas de panique, la langue française est vivante. Pour comprendre un adolescent, il fait donc prendre en compte au moins 3 facteurs importants. Le facteur interne, en lien avec les difficultés propres au fait de grandir et de se transformer. Le facteur externe, constitué par l'environnement et la société, dont les repères évoluent de plus en plus vite. Et enfin, le dernier facteur, qui est notre regard posé sur elle ou sur lui, qui peut nous renvoyer à nos propres contradictions. Mais n'est-ce pas aussi une richesse d'être obligé de maintenir constamment notre pensée en mouvement? Stay on my craft, stick around for those pounds. But I do that to
give it to the people, spread it across the country. Here we